Bonjour, ici la voix de Benjamin Vincent. Et ici la voix de Fabrice Neumann. Nous sommes le vendredi 14 février 2025. Bienvenue dans le 24e épisode des Voix de la Tech. Les Voix de la Tech, chaque vendredi, c'est l'actu tech décryptée par les voix qui la font. Actu oblige, exceptionnellement, cet épisode dure un peu plus de 30 minutes, qui sont l'une de nos promesses. Autrement dit, cette semaine, version intégrale pour tout le monde. Au sommaire cette semaine, Benjamin ? Eh bien, de l'IA pour conclure cette folle semaine commencée avec le sommet pour l'action sur l'IA à Paris, avec Emmanuel Macron bien sûr, qu'on va réentendre dans un instant, avec Sam Altman d'OpenAI, avec Arthur Mensch de Mistral AI, qu'on va aussi écouter Fabrice. Oui Benjamin, et puis une semaine qui s'est poursuivie pour toi à Cannes, où tu es encore ce vendredi au moment de notre enregistrement. Et oui, en ce deuxième jour du World AI Cannes Festival, ce festival de l'IA sur la croisette, et nos voix de la tech cette semaine, eh bien, elles sont ici à Cannes. Et à commencer par Clara Chapaz. Oui, la ministre déléguée chargée du numérique et de l'intelligence artificielle justement, a accepté de tirer le bilan avec nous de cette semaine dédiée à l'IA. Alors, bilan du sommet à Paris et aussi de ce WAICF à Cannes qui ce samedi sera accessible au grand public pour vulgariser les usages de l'IA. Et vous allez l'entendre, il restait des annonces à faire ici dans les Alpes-Maritimes. Et même plus précisément à Mougins, juste à côté de la technopole de Sophia Antipolis, où l'un des plus grands data centers en Europe ouvrira d'ici la fin de l'année. Oui, imagine 8500 mètres carrés, 50 000 GPU, un investissement de 4 milliards d'euros, et c'est le Suédois Evork qui va se charger de cette construction et de la montée en puissance par palier. À quelques kilomètres de ce monstre de puissance, on parle quand même de 96 mégawatts, je suis même pas sûr de savoir exactement à quoi ça correspond. Un nouveau type de data center, quasiment de poche, va faire son apparition à Cannes, justement, où tu te trouves. Oui, et si je te dis que ce data center tient dans un container et qu'il n'a pas besoin d'eau pour son refroidissement, David Gurley, le créateur génial de Hive, qui proposait déjà de louer l'espace libre sur nos disques durs personnels pour stocker des données, a imaginé Polycloud avec donc ces containers dont il a posé le premier exemplaire ici devant le palais des festivals. Il rêve que chaque commune, chaque village ait le sien et ils seront tous interconnectés. David Gurley, qui a grandi ici à Cannes avant de rencontrer le succès dans la Silicon Valley, va nous rejoindre dans un instant, Fabrice. Et puis Benjamin, c'est pas tout, a aussi pu rencontrer l'une des têtes pensantes de DeepMind, le laboratoire de Google pour l'IA. Oui, DeepMind, où Arthur Mensch, le CEO cofondateur de Mistral AI, a passé 3 ans. Dans une vingtaine de minutes, rencontre avec Dilip George, le directeur de la recherche de Google DeepMind, dont l'objectif est de résoudre l'intelligence, rien que ça. Et bien justement, où est-il? Où en sommes-nous dans le domaine de l'IA? On va lui poser la question. Alors pendant une semaine, et surtout pendant 2 jours, les 10 et 11 février derniers, la France a donc capté l'attention du monde pour parler d'intelligence artificielle avec la tenue du premier sommet pour l'action sur l'IA. Oui, et le président de la République l'a dit et redit cette semaine, pour que la France et l'Europe restent dans la course à l'IA, il faut de l'énergie, si possible décarbonée, il va falloir de la régulation et il faut des investissements par milliards, par dizaines, voire par centaines de milliards. Emmanuel Macron, lundi soir sur France 2, dans le 20h30 avec Laurent Delahousse, en direct du Grand Palais, qui était le cœur névralgique de ce sommet pour l'action sur l'IA. Derrière, on est en retard sur les data centers, c'est-à-dire les capacités de calcul. Pour faire tout ça, il faut des super calculateurs qui vont prendre plein de données et aller très vite. Vous venez d'annoncer un partenariat avec les Émirats Arabes Unis, avec des immenses data centers. Je peux vous le dire ce soir, l'Europe et avec le Canada va accélérer, la France va accélérer. Et donc pour nous, la France, on annonce demain à ce sommet 109 milliards d'euros d'investissement dans l'intelligence artificielle sur les prochaines années. Qu'est-ce que c'est? C'est exactement l'équivalent pour la France de ce que les États-Unis ont annoncé avec Stargate, c'est 500 milliards. C'est le même rapport. États-Unis, France. Donc, cet investissement sera 109 milliards. 109 c'est la première fois de l'histoire qu'il y a un tel investissement. C'est la première fois parce qu'on a travaillé énormément et parce qu'on a des atouts. Fabrice, est-ce que c'est vraiment l'équivalent de Stargate? J'aurais envie de dire oui, un peu pour la blague, parce que tout ça pour l'instant ce sont des promesses, donc on va voir ce qu'il en est. On a déjà parlé pour Stargate des 500 milliards qui ne sont pas encore là. Une bonne dose de milliards ont déjà été trouvés, mais pas encore les 500. On verra bien ce qu'il en est pour les 109 annoncés par le président.
Alors donc ces milliards de dollars, ils vont essentiellement servir à construire des centres de données, ce qu'on appelle des data centers en France, Fabrice. Oui, alors c'est vraiment, comme tu dis, hein, le nerf de la guerre. Il faut absolument ce genre de data center, à la fois pour entraîner les modèles et puis pour répondre ensuite aux requêtes de tous les utilisateurs que nous sommes. Et ça consomme énormément de données, en plus des ressources et de l'électricité qu'on évoque souvent. L'un de ces data centers servira spécifiquement à Mistral AI, la licorne française de l'IA, et il va pousser au sud de Paris. Écoutez, Arthur Mensch, c'était également lundi soir dernier dans le 20h de TF1 et sur tf1.fr. Aujourd'hui, on annonce la création d'un premier centre de données Mistral, sur lequel on va effectuer nos calculs et effectuer la création de la technologie, qui est donc localisé en Essonne. On a choisi la France pour son efficacité énergétique, la qualité de son mix énergétique en matière d'émissions carbone. On l'a choisi aussi pour la qualité de ses techniciens et la qualité de ses déploiements en centre de données. Pour nous, c'est un choix qu'on fait de maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est-à-dire de la machine jusqu'au logiciel, parce que ça nous permet d'avoir l'efficacité dont on a besoin pour créer les meilleurs modèles et les créer de la manière la plus efficace possible. Donc la meilleure technologie, ça implique avoir les meilleurs scientifiques, mais aussi la meilleure infrastructure, et c'est aujourd'hui ce qu'on annonce. Notre ambition, c'est d'être un leader mondial, et on l'a démontré sur le plan technologique. En fait, on a déplacé largement les champions américains qui prétendaient que ça coûtait extrêmement cher de faire cette technologie. Nous, on a démontré qu'on pouvait faire des choses petites, efficaces, déployables localement. On l'a redémontré la semaine dernière. On a toujours été une entreprise plus efficace que les autres et on a toujours promu un modèle différent, c'est-à-dire un modèle ouvert où nos technologies sont modifiables, réutilisables, certaines gratuitement, et de sorte à ce que tout le monde puisse en profiter. C'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'il y ait un contrôle centralisé d'une technologie aussi importante. On veut l'apporter au plus grand nombre, au monde entier, dans tous les pays, et avec un niveau de contrôle qui est largement accru par rapport à ce qui est proposé par d'autres acteurs américains. Voilà, Arthur Mensch, la superstar de ce sommet pour l'action sur l'IA, Fabrice. Est-ce qu'il mérite ce statut, selon toi ? Grande question sur laquelle tu me lances. En tout cas, ce que je retiens de ce sommet, il y a eu quelques annonces et on a vu aussi quelques événements. Et un des événements, c'est qu'Arthur Mensch s'est vraiment fait un nom. Il est devenu d'un seul coup une sorte de représentant de l'IA française, en plus de Mistral. Ensuite, il a... j'espère qu'il ne va pas prendre trop la grosse tête trop vite, parce que les annonces qu'il est en train de faire en disant on est plus efficace que les autres, c'est intéressant de l'avoir écouté juste après le président de la République, c'est-à-dire que Arthur Mensch qui dit on fait des modèles qui sont plus efficaces et moins chers, juste après une annonce d'investissement de 109 milliards d'euros, dont Mistral va profiter aussi. Et ils ont quand même besoin de milliards d'euros. Donc il va falloir quand même donner un peu le temps au temps pour que tout ça se tasse et qu'on se calme un petit peu et qu'on voit exactement ce qui va se passer après. Alors justement, le bilan de ce sommet pour l'action sur l'IA, je l'ai abordé ici au World AI Cannes Festival 2025 avec la ministre déléguée chargée du numérique et de l'intelligence artificielle, Clara Chapaz. Elle va nous rejoindre dans une poignée de secondes. Clara Chapaz, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les Voix de la Tech. Merci. Nous sommes ici à Cannes au WICF. Ça a été une semaine extraordinaire pour l'IA et pour la France. Un vrai moment de fierté collective. La conjonction, le fait que les deux événements s'enchaînent, c'est volontaire. C'est en tout cas un très beau message pour montrer que cette course dans l'intelligence artificielle, elle débute dans nos territoires. Bien sûr, il s'est passé des choses formidables au Grand Palais, notamment pendant le sommet pour l'action sur l'IA, où on a rassemblé plus d'une centaine de pays, des chercheurs, des patrons d'entreprises, des représentants de gouvernement, pour décider ensemble de l'avenir de l'IA. Mais ça a été, avant tout ce sommet, l'occasion de montrer l'excellence de la France en intelligence artificielle. Et cette excellence, elle commence ici. Le World AI Cannes Festival, pour la 4e année de suite, montre bien que l'attractivité française en intelligence artificielle est absolument partout dans toute la France. Quel est pour vous le principal bénéfice, le principal succès enregistré par la France depuis le début de la semaine ? Les messages ont été très clairs pendant le sommet. Ça a été de dire que la France est absolument au rendez-vous et est attractive dans la course à l'IA.
Le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé 109 milliards d'euros d'investissement en intelligence artificielle. C'est absolument monumental. Et c'est ce qui nous permettra d'appuyer sur nos atouts, au premier lieu duquel l'énergie décarbonée grâce au nucléaire, qui nous permet de construire une infrastructure nécessaire à ce développement de l'IA. Ces 109 milliards nous permettront d'avoir des data centers et de la capacité de calcul pour pouvoir entraîner nos modèles ici en France, parce que l'intelligence artificielle, c'est avant tout des modèles qui brassent un grand nombre de données et donc qui doivent s'appuyer sur cette capacité de calcul. On voit bien l'attractivité de la France, on voit qu'on est absolument au rendez-vous. Depuis 2018, le président de la République a impulsé la stratégie nationale pour l'IA et sa stratégie, aujourd'hui, elle accélère et elle nous permet d'être à la hauteur. Alors justement, 109 milliards, il y a 4 milliards qui vont être dépensés à quelques kilomètres d'ici pour créer ce data center. On parle de 50 000 GPU. Ça va être l'un des plus grands data centers d'Europe et je crois que vous y allez dans quelques minutes. Tout à fait. Dans cette stratégie d'infrastructure, on voit bien aussi à quel point l'implantation territoriale est importante. Et ici encore, dans cette région, dans ce territoire, on a non seulement des atouts d'un point de vue des talents. J'ai visité aussi la semaine dernière l'IA Cluster porté par l'Université de la Côte d'Azur qui forme chaque année des milliers de Françaises, de Français en intelligence artificielle. Mais aussi, en effet, d'un point de vue des infrastructures, le département est au rendez-vous. Et sur ces 109 milliards d'euros, il y en aura 4 qui seront déployés ici, à Mougins, pour créer un des plus grands data centers d'Europe. On voit bien que tous les atouts sont réunis et c'est ce qui fait qu'on a des dizaines de startups à la pointe de l'IA, dans le médical, dans la vidéo. Tout à l'heure, Videtix nous montrait leurs solutions. Ils ont travaillé pour les JO, à l'analyse de vidéos. On voit bien aussi dans la dimension du territoire intelligent à quel point ce territoire est à la pointe et crée des solutions dont nous avons toutes et tous besoin. Est-ce qu'on a besoin de ces gigantesques data centers? On parle de 8500 m², je crois, à Mougins. Ou est-ce que la solution de ces containers que vous avez inaugurés tout à l'heure, Polycloud, est-ce que c'est un autre type de réponse, plus à l'échelle des communes quasiment? Oui, les deux réponses sont nécessaires. Ce que fait Polycloud, et on était ravis aussi de pouvoir les soutenir et d'être là pour leur inauguration, c'est vraiment de mettre l'excellence française, de l'ingénierie française au service d'un certain nombre de problématiques dans les data centers. Ils font, contrairement aux très gros data centers, eux, ils font un peu tout l'inverse. Ils font des petits data centers qui fonctionnent en réseau avec une dynamique très collective et qui sont aussi du coup beaucoup moins gourmands en énergie. Ils ne consomment pas d'eau, par exemple, pour être refroidis. Et donc on voit bien que dans le domaine des infras, comme dans le domaine des modèles, comme dans le domaine de l'applicatif, cette course pour l'IA, elle en est au tout début. Il y a plein de choses à inventer et on n'a pas à rougir parce qu'en France, on a une ingénierie de talent, une véritable excellence qui nous permet d'inventer des solutions comme celle de Polycloud. Lundi et mardi à Paris, vous avez côtoyé tous les décideurs de l'IA, notamment les Américains. Quel est le message de Sam Altman, par exemple, qui vous a le plus surprise ou interpellé? Mais pas que. Le sommet a été coprésidé par l'Inde, qui est un très grand pays en termes d'IA aussi. Le président de la République, Emmanuel Macron, et le Premier ministre de l'Inde partagent cette vision d'une IA au service de toutes et tous depuis longtemps. Et donc la collaboration avec l'Inde pour organiser ce sommet a été très importante. Je pense que le message qui a résonné vraiment pendant ces quelques jours, c'est un grand message d'optimisme et un grand message de fierté sur l'écosystème français. Vous mentionnez Sam Altman, il fait partie des personnes qui ont fait des tribunes très positives sur le fait qu'en France, on a tous les atouts, on a les talents, on a cette énergie décarbonée qui nous permet d'avoir les infrastructures, on a 1000 startups qui sont à la pointe de leur domaine dans tous les secteurs. Et donc, il faut qu'on surfe sur ce vent d'optimisme pour se dire qu'on a les moyens d'y arriver. Il faut qu'on adopte ces solutions qui sont pleines de progrès. Et ce, malgré la politique très protectionniste de Donald Trump, qui vient d'arriver à la Maison-Blanche? Aujourd'hui, je pense que la meilleure réponse, c'est de regarder ce qu'on peut faire, nous, en termes d'innovation, accélérer. L'Europe aussi a apporté une véritable réponse pendant ce sommet. 200 milliards d'euros d'investissement qui vont être déployés pour soutenir des solutions européennes d'intelligence artificielle. C'est absolument fondamental parce que c'est une technologie
qui a un poids très considérable dans toutes les réflexions autour de notre compétitivité, de la productivité. On voit bien comment l'IA nous permet de passer moins de temps à faire un certain nombre de choses à moins forte valeur ajoutée pour se reconcentrer sur l'humain. Donc c'est fondamental que dans le déploiement de nos entreprises, on puisse se saisir de cette technologie, dans le déploiement de nos services publics aussi, mais pas que. L'IA, c'est aussi une question de vision du monde et la vision qui est portée par ces modèles, la vision européenne, ne peut être portée que par des modèles européens et c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on continue à investir. Merci beaucoup, Clara Chapaz, d'avoir été l'une de nos voix de la tech cette semaine et à bientôt. Merci. Bon, il faut surfer sur cette vague, dit Clara Chapaz dans les voix de la tech, Fabrice. Est-ce que c'est un message superficiel ou est-ce qu'il y a une vraie profondeur, hein, tu penses, dans le moment qu'on vit, et notamment en France? Il y a un peu les deux, c'est-à-dire que dans le contexte du sommet et puis de ce qui se passe à Cannes, il y a quand même visiblement un mouvement qui s'opère. Il y a pas quand même que des discours, il y a plein de choses. Donc bien sûr, comme je disais tout à l'heure, il faut laisser peut-être un peu le soufflet retomber, mais vu le nombre de gens qui se sont déplacés, les annonces qui ont été faites, il y a aussi des annonces produits dont on a déjà parlé dans le numéro précédent, par exemple, des voix de la tech. Donc il se passe vraiment quelque chose. On en parlera un petit peu à la fin aussi, y compris dans le petit domaine qui me concerne avec certains de mes clients. J'ai trouvé ça assez intéressant. Donc je pense que il se passe vraiment quelque chose quand même. Allez, on se retrouve dans un instant avec un génie. Il s'appelle David Gurley et son concept, c'est un data center qui tient dans un container. À tout de suite. Bonjour David Gurley. Bonjour Benjamin. Bienvenue dans Les Voix de la Tech. On est ici à Cannes, au WAICF. Vous venez de dévoiler Polycloud avec le maire de Nice, David Lisnard. Qu'est-ce que c'est que Polycloud? Polycloud, c'est une technologie qui permet d'amener une infrastructure souveraine dans les villes et les interconnecter pour en faire un gros data center virtuel. Dans chacun de ces containers que vous voyez derrière moi, il y a des équipements informatiques de très haute qualité, de très haute performance, mais avec une utilisation énergétique minimale. Ça permet du coup d'économiser en refroidissement, tout en donnant une puissance maximale aux entreprises pour qu'elles puissent utiliser cette infrastructure en stockage sécurisé, en calcul IA, en inférence IA, en apprentissage, mais aussi en simulation ou de modélisation en 3 dimensions. Donc c'est vraiment un container dans lequel il y a votre technologie? Tout à fait. En effet, vous avez un container dans lequel vous avez une centaine de GPU, vous avez 2 pétabytes de disque dur et tout un équipement évidemment qui permet de faire fonctionner tout ça sans problème. Et donc l'idée c'est de créer un réseau de containers Polycloud à l'échelle d'une entité locale, on va dire? Exactement. En fait, imaginez, on a 36 000 communes en France. Avec 100 GPU par container, imaginez qu'on en a 3600 et 10% de ces communes s'équipent de ce container. Donc tout d'un coup, on se retrouve avec une capacité de calcul pour l'IA en infrastructure sans précédent. Et c'est vraiment ça l'idée, c'est cette espèce d'approche collective, communautaire, qui permet à notre société en France et en Europe de s'équiper d'une infrastructure pour qu'on ait de l'IA souverain. C'est un peu le puzzle du data center? C'est ça, exactement. C'est un petit peu comme si on prenait des images d'un data center et puis on avait les petites pièces comme ça, et puis on les éparpille un petit peu à travers le territoire français. En plus, ça permet d'avoir une infrastructure qui est beaucoup plus résiliente et beaucoup plus performante parce que du coup, on localise ces centres de données là où la communauté en a besoin. Et ça améliore du coup les performances, ça améliore aussi la résilience parce qu'il n'y a pas un seul point d'échec par rapport à ce qu'on peut trouver dans les gros centres de données. J'ai plein de questions techniques parce qu'un data center, on sait que ça doit être refroidi. Tout à fait. Un container comme celui derrière vous, par définition, c'est un espace complètement clos. Comment vous faites pour refroidir le matériel qui est à l'intérieur? Alors d'abord, tout à fait, vous avez raison. Il faut pouvoir garder la température entre 30 degrés. Donc on a en fait à l'intérieur, nous avons deux unités d'air conditionné avec un troisième qui est redondant.
qui se déboîtent un peu. Là, on les a mis à l'intérieur pour pas qu'on puisse les voir. Et donc ça permet de garder la température constante. Et en plus de ça, du coup, on génère une chaleur d'environ 40 à 50 degrés en sortie et qui peut être utilisée par les villes pour réchauffer les piscines ou pour d'autres utilisations de cette chaleur-là. Donc, comme vous avez dit, il faut en effet refroidir ces équipements et la maîtrise est faite de telle manière que nous n'avons pas besoin d'utiliser de l'eau pour faire ce refroidissement parce qu'en fait, on n'a pas la même densité qu'on trouve dans les très très gros centres de données. Donc, si je comprends bien, ce sont des data centers et des centrales à intelligence artificielle qui sont plus petites, des micros, comme on dit, des micros, voilà. Plus économes. Exactement, parce qu'en espace aussi, vous n'avez besoin que de 25 mètres carrés pour mettre ça en place, donc ça peut se mettre un peu partout. Oui, c'est pas l'énorme data center qui va avoir... Et le temps de construction, c'est à peu près 3 mois. Et donc, en plus de ça, c'est très modulaire et très flexible. C'est-à-dire qu'on peut adopter et adapter les technologies à l'intérieur à nos besoins. Si vous avez besoin de plus de stockage, on crée plus de stockage. Si vous avez besoin de plus de calcul, on fait plus de calcul. Et donc, cette flexibilité se trouve vraiment dans cette philosophie collective et communautaire derrière Polycloud. Vous parliez de redondance sur l'air conditionné. Oui. Est-ce que chaque container aussi... tout ça une redondance par rapport à l'ensemble du réseau? Exactement, et c'est ce qu'on fait grâce à la technologie HiveNet qu'on a co-développée avec INRIA. Donc cette technologie, c'est une technologie des systèmes d'exploitation distribués qui met en fait en réseau tous ces éléments-là comme si ça n'en faisait qu'un. Et donc la distribution des tâches, la distribution des données se fait d'une manière automatique par ce logiciel-là afin d'exploiter au mieux possible ce qui existe par rapport aux besoins demandés à cette infrastructure. Vous parliez aussi de l'enjeu de souveraineté. Tout à fait. À quel niveau est-ce que vous l'avez intégré dans le concept? Alors nous avons mis en place ce qu'on appelle le Confidential Compute, qui permet d'encrypter toutes les données, que ce soit en repos ou en motion ou en transfert, à partir même des cartes mères. Ça permet de garder les données confidentielles par rapport à la mémoire vive, par rapport à la transmission de réseau et par rapport évidemment à leur stockage dans le disque dur. Bon, on est à Cannes, vous avez inauguré Polycloud avec le maire de Cannes, David Lisnard. Pour Cannes, qu'est-ce que ça représente? Combien de containers vous allez déployer très concrètement et quand? Alors, ce container que vous voyez va aller à sa place dès demain soir. Donc, va être mis en service dans les 2 semaines à venir. Et puis, nous sommes en discussion avec l'agglomération, avec le département, avec les autres villes. Je peux déjà vous dire que la ville de Châteauneuf, Grasse, qui se trouve juste à quelques kilomètres d'ici, sera probablement la prochaine ville de s'équiper d'un container similaire. Je ne veux pas en dire plus des autres surprises à venir, mais on travaille aussi avec l'Afrique. Donc ce n'est pas juste une opportunité pour la France et pour l'Europe, mais vous imaginez là où l'infrastructure est assez difficile de mettre en place, une solution telle peut être très rapidement déployée et donc qui peut vraiment répondre aux besoins d'une manière très efficace. C'est un peu la course à l'échalote en ce moment à l'annonce des immenses data centers. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à cette tendance? Je pense que c'est une complémentarité. Je pense qu'on a besoin de solutions multiples. Il n'y a pas une solution exclusive qui résout, on va dire, tous les problèmes du monde. Nous amenons notre pierre à cet édifice de l'infrastructure d'une autre manière. J'ai envie de dire une manière européenne, une manière fédérée, une manière mutualisée par rapport à une approche qui est centralisée. Je pense que le monde a besoin des deux. Et ça va nous permettre de répondre aux besoins qui ne vont que s'accroître dans les années à venir. Un mot quand même, votre sentiment sur cette folle semaine pour la France sur l'IA? Alors d'abord, la France a su briller.
on a pu démontrer notre attractivité, on a pu démontrer nos talents, on a pu démontrer les investissements qui vont être faits en France. Et j'ai envie de dire que c'est normal, parce que ça fait des années qu'on travaille dessus. C'est pas, je veux dire, l'IA ne s'est pas passée juste avec Mistral. Hein. On est en train de travailler dessus depuis des dizaines d'années. Maintenant, tout arrive à conclusion et on arrive à vraiment voir ce qu'on est capable de livrer à partir de la France. Et j'ai envie de dire que ça ne fait que commencer. Merci beaucoup, David Gurley. Beaucoup de succès à Polycloud. Merci, Benjamin. Et merci d'avoir été l'une de nos voix de la tech cette semaine. Je vous en prie. Voilà, David Gurley, un vrai génie français, hein, même s'il vit à Palo Alto. Je ne sais pas si tu le sais, Fabrice, mais c'est vraiment l'une des références mondiales dans le domaine des communications via IP. Il a été directeur général de Skype, entre autres. Oui. Il est passé par Microsoft, où il a été l'un des plus proches conseillers de Bill Gates. Et puis le voilà revenir avec donc Polycloud, ces containers assez étonnants, non? Ah, c'est étonnant, en tout cas on sent ton enthousiasme aussi à ce sujet. Ce qui est rigolo, c'est que c'est une sorte de réinvention de ce qu'est Internet. Internet est décentralisé. Internet, on rappelle, hein, ça veut dire la mise en rapport de plusieurs réseaux. Et donc c'est vraiment comme ça. Ça m'a aussi fait penser, en l'écoutant, pour les plus anciens, se rappelleront peut-être de Napster, et donc du mode peer-to-peer, où justement on partager des ressources de nos ordinateurs pour que chacun puisse télécharger rapidement tout un tas de choses. On ne rappellera pas de quoi il s'agissait dans le cas de Napster. Donc c'est vraiment... et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant ce qu'il dit, et je suis assez d'accord sur la complémentarité, de pouvoir mettre en place quelque chose qui soit résilient, probablement quand même beaucoup moins cher que la construction d'un des gros data centers, comme l'a évoqué Clara Chapaz. Et tout ça, c'est aussi, je crois, la démonstration que ça bouge beaucoup, tout le monde est en train de se chercher et de chercher des solutions qui ne vont pas vraiment se faire la guerre, qui seront complémentaires les unes aux autres. Dans un instant, vous allez rencontrer un autre personnage. Il s'appelle Dilip George. Il est directeur de recherche dans le laboratoire d'IA de Google DeepMind. À tout de suite. Hello Dilip. Bonjour Dilip. Bonjour. Bienvenue dans les voix de la tech, Voices of Tech en anglais. Merci, c'est un plaisir d'être avec vous. Comment expliqueriez-vous votre travail? Autrement dit, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Oui, donc, en plus d'autres projets, je poursuis personnellement quelques questions différentes qui m'intéressent. L'une d'elles est cette idée de la façon dont nos cerveaux et les cerveaux des animaux sont capables d'apprendre très rapidement des cartes du monde physique ou des espaces conceptuels. Celles-ci sont appelées des cartes cognitives. Et elles le font d'une manière très différente par rapport à nos algorithmes actuels comme les modèles de langage. Ils peuvent le faire de manière beaucoup plus efficace et ils sont beaucoup plus flexibles dans la façon dont ils sont utilisés et comment ils sont utilisés pour le raisonnement. Donc, j'étudie, je construis des théories à ce sujet, je construis des modèles qui fonctionnent de cette manière et j'examine comment cela se fait chez les humains et les animaux. C'est une chose. Je m'intéresse également à la façon dont le cortex visuel, notre système de vision dans le vrai cerveau, traite, vous savez, comprend les images. Et un aspect clé de cela, qui est ignoré dans les systèmes actuels, est les connexions de rétroaction. Nos cerveaux ne sont pas seulement des systèmes à propagation directe. Ils ont des connexions de rétroaction. Et cela est sous-exploré dans l'IA actuellement. Et récemment, j'ai publié un article dans Science Advance sur une théorie concernant le fonctionnement des circuits corticaux et quel rôle computationnel jouent ces connexions de rétroaction. Et récemment, je me suis également intéressé à la question de la conscience. Comment savez-vous quels sont les ingrédients de base qu'un système doit avoir pour être considéré comme conscient? J'ai commencé à examiner ce problème aussi. J'ai fait des recherches. Quelques-unes des questions de recherche qui m'intéressent. Je travaille également sur de nombreux autres projets, mais ce sont ceux qui m'intéressent beaucoup en ce moment. Chaque jour, nous avons de grandes nouvelles qui éclatent dans le monde de l'IA. Il est difficile de rester à jour. Comment définiriez-vous le moment où nous en sommes maintenant?
D'accord. Il y a différentes analogies que j'utilise pour celui-ci. Et c'est, encore une fois, mon opinion personnelle. Différentes personnes ont des points de vue différents à ce sujet. Il y a une analogie que j'utilise qui est très similaire à l'analogie pour l'aviation. Si vous revenez au début des années 1900, tout comme l'intelligence est la question déterminante maintenant, la question qui a occupé beaucoup de personnes intelligentes dans les premières décennies des années 1900 est la question de ce qu'est le vol. Donc, comment fabriquez-vous des machines qui volent? Nous savons que les avions ont été inventés en 1903 et nous volons autour du globe dans des avions qui sont basés sur des principes de la façon dont les oiseaux volent. Mais ce n'étaient pas les premières machines volantes réussies. Jusqu'en 1930, début des années 1940, la plupart des ballons étaient considérés comme un mécanisme de vol plus robuste. Ils ne sont pas plus lourds que l'air. Ils n'utilisent pas les principes du vol des oiseaux. Les ballons volent d'une manière très différente par rapport aux avions plus lourds, mais ils étaient extrêmement utilisables. Et à cette époque, nous savions comment les mettre à l'échelle beaucoup mieux que nous ne savions comment mettre les avions à l'échelle. Donc, nous pourrions être dans une phase similaire par rapport à l'IA. Ils ne fonctionnent pas sur tous les principes de la façon dont le cerveau humain fonctionne. Ils sont beaucoup plus gourmands en données. Ils ont besoin de beaucoup plus de données et ils n'ont pas toutes les capacités de raisonnement flexible que les cerveaux humains démontrent. Mais nous savons comment les construire et les mettre à l'échelle. Et ils ont de nombreuses autres caractéristiques favorables qui manquent au cerveau humain, étant capable d'absorber tout Internet en eux. Donc, c'est un type d'intelligence générale très différent, mais il est très puissant. Il n'utilise pas la totalité des principes que les cerveaux humains sont en mesure d'utiliser. Donc, c'est un moment passionnant. En même temps, il y a cette question brûlante de comment fonctionne le cerveau humain et peut-on construire des principes, peut-on construire des machines qui sont réellement basées sur les mêmes principes? Et donc, c'est aussi passionnant d'un côté comme de l'autre, je dirais. C'est vraiment enthousiasmant de voir tous les progrès dans la mise à l'échelle de ces systèmes qui sont différents comparés à la façon dont le cerveau fonctionne. Et il est très excitant de développer les applications là-bas et de voir les progrès réalisés. Et c'est aussi en même temps excitant de penser à l'autre question. Et il y a aussi des échanges entre eux. L'un n'empêche pas l'autre. Les hélices aident à propulser les avions et aussi les ballons. Donc, il y a des choses que vous pouvez apprendre de la façon dont au moins la partie navigation des ballons pour l'utiliser pour les avions. Donc, je pense que les deux sont des développements passionnants et ce sera un moment passionnant dans l'IA. Je pense que nous ne voyons encore que les premiers signes. Je pense que nous sommes encore au début de l'IA. C'est mon opinion personnelle. Donc, si je vous comprends bien, vous pensez que nous ne sommes qu'au début et que nous ne faisons qu'effleurer la surface en ce moment? C'est mon... oui, je pense. Nous avons vu des progrès énormes et il y aura beaucoup plus de progrès juste en prenant ce que nous avons maintenant et en l'appliquant dans tellement de domaines différents. Cela commence juste à se produire. Nous n'avons pas, et cela prend de nombreux cycles pour parvenir à un résultat tangible. Pensez au début d'Internet. Vous savez, nos utilisateurs avons rêvé de commander des choses en ligne et puis cela a pris du temps pour que cela se produise et les premiers outils étaient mal adaptés. Certains d'entre eux n'ont pas fonctionné et cela passera par des cycles similaires ici aussi lorsque ces technologies seront adoptées. Quel est le principal défi qui vous attend si vous pensez aux possibilités et aux espoirs que vous avez? Je dirais la pléthore d'applications, vous savez, c'est-à-dire déterminer sur quoi se concentrer. Un choix. Faire des choix, faire des choix. Je pense que c'est une très bonne question parce que lorsqu'il y a beaucoup d'enthousiasme, on a parfois du mal à se concentrer. Nous parlons beaucoup du besoin de puissance et du besoin d'énergie. Voyez-vous des plafonds de verre avec ces sujets? Sont-ils un frein à l'ambition de chacun travaillant sur l'IA en ce moment?
Je pense que nous avons beaucoup de chemin à parcourir là-dessus. Donc, tout comme, vous savez, j'utilise cette analogie comme une chose. Oui, vous savez, il y avait des limitations fondamentales que les ballons avaient en termes de contrôlabilité que les avions n'ont pas. Et il pourrait y avoir certaines limitations que nous rencontrerons à mesure que nous évoluons. Mais il y a encore beaucoup de place pour avancer. Et cela, amélioration logicielle, amélioration d'algorithmes, amélioration matérielle et amélioration des données. Et ce flywheel a peut-être tourné juste 2 fois jusqu'à présent. Peut-être, je ne sais tout simplement pas combien d'itérations de ce type restent et combien de marge il y a. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de place pour l'amélioration et nous verrons plusieurs cycles de cela. Comment définiriez-vous la philosophie? Celle qui imprègne votre travail? Quel est votre objectif? Quel est votre but d'un point de vue presque philosophique? À un niveau philosophique. À un niveau philosophique, je suis intéressé par la compréhension de ce qu'est l'intelligence. Qu'est-ce que l'intelligence et qu'est-ce qui nous rend humains à un niveau fondamental? Qu'est-ce que l'intelligence de niveau humain et quels sont ses principes fondamentaux? Je suis vraiment intéressé à comprendre que c'est un sujet qui me passionne. Comprendre comment fonctionne le cerveau humain est si gratifiant, vous savez, à de nombreux niveaux différents, n'est-ce pas? Au niveau émotionnel, au niveau philosophique, au niveau personnel, toutes ces choses. Donc, je dirais que c'est l'aspect de la curiosité. Mais différentes choses me motivent à un moment différent, n'est-ce pas? Vous savez, donc, quand vous dirigez une start-up, c'est, oui, votre attention est sur le revenu, le financement, tous ces aspects. Donc, en ce moment, je me concentre sur ces questions, mais on garde parfois certaines questions pour plus tard, pour se consacrer à d'autres choses. C'est ça la vie. Merci beaucoup d'avoir été l'une de nos voix de la tech. Voilà, Dilip George, le directeur de la recherche chez Google DeepMind, traduit avec une IA, évidemment, Fabrice. Oui, c'est ce que j'allais dire. On va remercier quand même Lipit qui nous a permis de faire cette traduction. C'est quand même assez étonnant, la traduction qu'on obtient avec ça, donc y compris donc, la voix et puis les sous-titres pour ceux qui regardent la version vidéo. Et au-delà de ça, et même je trouve donc dans cette version traduite par l'IA, on sent l'enthousiasme de Dilip George qui est assez rafraîchissant, je trouve, parce que au-delà, ça fait du bien, voilà, au-delà de donc des annonces, des milliards, des techniques, des gens qui se battent pour avoir être au premier rang des utilisateurs, etc., etc. On a quelqu'un qui réfléchit à ce que ça va être après, et même philosophiquement, évidemment, ça pose la question de ce qu'est l'intelligence, et donc l'intelligence humaine. C'est à ça aussi que les gens travaillent, et cet aspect des choses n'est pas mort, loin de là, malgré les milliards dont on parle. Voilà, le WICF 2025 se termine ici à Cannes pour moi. Merci de votre fidélité aux Voix de la Tech. Et on vous donne déjà rendez-vous quand même vendredi prochain pour le numéro 25. D'ici là, suivez les Voix de la Tech sur X, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube et Blue Sky. Et vous pouvez relayer nos publications en les partageant sur les réseaux. C'est bien plus utile qu'un like. Et on en a besoin. On a besoin de vous pour nous aider à faire connaître les Voix de la Tech. Pour vous abonner, tous les liens sont à retrouver sur le site lesvoixdelatech.com. Lien notamment vers la version intégrale sur Apple Podcast. Même concept, même sommaire, même voix, mais avec des interviews en totalité. Et c'est promis, cette version intégrale, elle revient dès la semaine prochaine. Merci à toutes et tous de votre fidélité et à vendredi prochain. Au 21 février. Salut à toutes et à tous.